try and stop the Bitcoin network. You can't. Bitcoin you can't stop. China has banned cryptocurrency before. India has done it before, but you can't really shut down the network itself. Bitcoin est instoppable. Vraiment ? C'est un réseau qui est décentralisé, donc personne ne peut l'éteindre. On pourrait dire qu'il est techniquement instoppable. Il est aussi réputé financièrement instoppable. La règle des 21 millions lui donne une rareté qui est meilleure que celle de l'or. It's digitizing gold in many ways. La supply illimitée, le fait que personne ne peut en abuser, fait que c'est une valorisation qui sera probablement assimilée à l'or numérique d'ici quelques années. Toute la narrative autour de Bitcoin donne l'impression que son prix va monter jusqu'au ciel tôt ou tard. Ça peut donner envie d'hypothéquer sa maison. Voici Didi Tayutu. Il n'a pas hésité à vendre son pavillon pour acheter des bitcoins. Mais il y a un problème. Bitcoin n'est pas incassable. Il est vulnérable, il est même fragile, et ce sera de pire en pire avec le temps. Personnellement, j'adore Bitcoin, j'adore la blockchain, mais c'est pas une raison pour ignorer l'éléphant au milieu du couloir. En l'état actuel de Bitcoin, on court probablement à la catastrophe, et tout le monde ferme les yeux. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à l'ultime obstacle, le boss final sur la route de Bitcoin. Est-ce que vous connaissez le modèle de sécurité de Bitcoin? Est-ce que vous le comprenez? Vous avez probablement entendu parler d'un concept qui est central dans le cas de Bitcoin, le Proof of Work. Pour comprendre parfaitement la sécurité de Bitcoin, il faut comprendre le Proof of Work. Le Proof of Work, c'est ce qui permet d'organiser les transactions dans le temps. Ça permet de régler le problème de la double dépense. Imaginez un utilisateur qui possède un Bitcoin et il envoie un message au réseau qui dit « Je donne mon Bitcoin à Alice ». Et presque au même moment, il envoie un autre message qui dit « Je donne mon Bitcoin à Bob ». Ça peut très vite créer un cafouillage. Dans un réseau décentralisé, les informations mettent un certain temps à circuler entre les différents membres. Et tout le monde ne reçoit pas forcément les informations exactement dans le même ordre. On peut rapidement se retrouver dans une situation où on ne sait pas quelle transaction a été mise en première, et qui de Alice ou Bob possède maintenant le Bitcoin qui a été envoyé. Et c'est ici qu'intervient le Proof of Work. C'est un processus qui permet de sélectionner un nœud particulier qui aura la responsabilité de créer le prochain bloc. Je vous mets les définitions à l'écran si la notion de nœud ou de bloc est floue pour vous. Donc un nœud particulier va être désigné pour choisir les prochaines transactions à valider. Ce nœud-là va choisir entre la transaction pour Alice et la transaction pour Bob, et tout le reste du réseau va s'aligner sur son choix. Le Proof of Work, c'est une compétition dans laquelle les nœuds du réseau vont se battre pour être le nœud qui crée le prochain bloc. C'est une sorte de grande loterie, sauf que pour participer, il faut utiliser de la puissance de calcul. Tous les nœuds qui participent sont appelés des mineurs. La puissance de calcul de chaque mineur va chercher la solution du prochain bloc. Plus un mineur utilise de puissance de calcul, plus il a de chances de trouver la solution, et le mineur qui trouve la solution en premier gagne le droit de créer le nouveau bloc. Bon, mais pour que tout ça fonctionne bien, il y a une dernière règle, c'est la règle de la chaîne la plus longue. Cette règle est très importante car elle permet à tout le réseau de se mettre d'accord sur quelle version de la blockchain est la bonne version, et la bonne version, c'est toujours la version la plus longue, la chaîne qui possède le plus de blocs. Et ça permet de régler des gros cafouillages qui peuvent arriver quand deux mineurs trouvent un bloc exactement au même moment. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais vous pouvez mettre pause pour avoir une explication détaillée. Alors tout ça est très utile, mais c'est aussi la plus grosse faiblesse de Bitcoin. Si demain, les nœuds du réseau Bitcoin reçoivent une nouvelle version de la blockchain, qui est différente de celle qu'ils considéraient officielle jusqu'à maintenant, mais qui est plus longue, alors théoriquement, ils doivent l'accepter, parce qu'elle est plus longue. Et ils doivent oublier la version qui semblait pourtant être la version officielle. C'est ce qui fait que la blockchain n'est pas immuable, parce que théoriquement, quelqu'un qui serait capable de construire une chaîne plus longue que la chaîne officielle, il pourrait annuler des transactions, il pourrait changer le passé. Et ça, c'est le genre de scénario qui peut tuer Bitcoin, parce que si les transactions ne sont plus irréversibles, alors Bitcoin ne remplit plus son rôle et il devient inutilisable. Et là, vous vous dites peut-être, mais attends Cédric, tu dis n'importe quoi, tout le monde sait qu'à partir de 1 heure d'attente, c'est 99,999% certain que la transaction est irréversible. And it's 100% certain after like the 6 confirmations. Il est généralement admis que quand une transaction est ajoutée à la blockchain, il suffit d'attendre quelques blocs pour qu'il soit quasiment impossible d'annuler cette transaction. Alors oui, mais non, hein. Quand on vous dit qu'après 1 heure d'attente, la transaction ne peut pas être annulée, on oublie de préciser quelque chose. Satoshi Nakamoto faisait lui-même le calcul dans son white paper, mais il précise bien son hypothèse, qui est que l'attaquant possède moins de 50% de la puissance de calcul du réseau. Par contre, si l'attaquant possède plus de 50% de la puissance de calcul, alors là, c'est plus la même histoire. Alors ça veut dire quoi, posséder plus de 50% de la puissance de calcul du réseau?
Ça veut dire tout simplement posséder plus de machines que tous les autres mineurs réunis. Oui, ça fait beaucoup de machines. On appelle ça une attaque 51% et c'est le cauchemar absolu de Bitcoin. Un tel attaquant pourrait commencer à construire en secret sa propre version de la blockchain. Il construirait une version secrète, bloc après bloc, sans jamais l'envoyer au reste du réseau. Les autres mineurs travailleraient en parallèle sur la version officielle, en même temps, sans se douter qu'une autre version est en cours de création. Mais si l'attaquant possède plus de puissance de calcul que les mineurs honnêtes, alors il construira sa chaîne plus rapidement et sa chaîne sera plus longue que la version officielle. À tout moment, il pourrait rendre sa version publique, c'est-à-dire l'envoyer au reste du réseau, et théoriquement, sa version devient la version officielle puisqu'elle est plus longue. On peut imaginer qu'à ce moment-là, il annule des semaines, peut-être même des mois de transactions. Bon, dans les faits, on ne sait pas exactement comment les nœuds du réseau réagiraient à ce genre d'attaque grossière, parce qu'ils sont pas dupes, ils se rendront bien compte que c'est une attaque. Mais il n'y a pas vraiment d'instructions claires à suivre dans ce genre de cas, et ce serait probablement la panique générale. Et la panique, l'incertitude, ça peut faire cracher les marchés, au moins à court terme, ça peut être très violent. Donc quand on parle d'attaque 51%, on parle pas seulement d'annuler une ou deux transactions. On parle de déstabiliser complètement le réseau et de détruire la confiance que les gens ont en Bitcoin. Ça veut dire crash de Bitcoin, crash des cryptos et probablement crash des marchés financiers en général. Plus Bitcoin est gros, plus ce sera violent pour l'économie mondiale. Souvenez-vous comment les subprimes ont pu créer une crise financière globale ultra violente, suivie d'une crise économique mondiale. Il y a des effets dominos qui peuvent être désastreux. Alors c'est pas juste un problème de double dépense, l'enjeu est bien plus important. Satoshi Nakamoto le dit lui-même dans son white paper. Le système est sécurisé tant que les nœuds honnêtes contrôlent collectivement plus de puissance de calcul que n'importe quel groupe de nœuds attaquants et coopérants. Tout ça est très clair. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est quelle est la probabilité qu'on voit ce genre d'attaque un jour ? Et là, on va parler tokenomics. La sécurité de Bitcoin dépend d'une seule chose, la difficulté qu'il y a à faire une attaque à 51%. Et pour que ce soit difficile d'obtenir plus de 51% de la puissance de calcul du réseau, il faut que les mineurs utilisent beaucoup de puissance de calcul. C'est aussi simple que ça. Mais être un mineur, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent pour acheter le matériel de minage, les fameux ASIC. C'est ce qu'on appelle le coût fixe, la grosse dépense initiale dans le hardware. Et ensuite, vous avez le coût variable, c'est toute l'électricité qui est consommée par les machines. Plus vous voulez avoir de puissance de calcul, plus ça va vous coûter cher en machines et en électricité. Et évidemment, les mineurs ne sont pas des bons samaritains qui dépensent leur argent juste pour le bien de la communauté. Ce sont des agents économiques qu'il faut récompenser pour leurs actions. Pour ça, il faut mettre en place un circuit de récompense et on appelle ça la tokenomics. Dans le cas spécifique de Bitcoin, il y a deux sources de récompense pour les mineurs. L'émission de nouveaux Bitcoin qui a lieu à chaque bloc et les frais de transaction qui vont être payés par les personnes qui veulent valider leurs transactions. Les mineurs vont recevoir ces deux récompenses à chaque fois qu'ils sont sélectionnés pour construire le prochain bloc. C'est ce qui les incite à déployer de la puissance de calcul pour sécuriser le réseau. Une intuition que vous pourriez avoir ici, c'est le lien direct entre le niveau de ces récompenses et la sécurité du réseau Bitcoin. Plus les récompenses sont élevées, plus ça va donner envie aux mineurs de se battre pour les obtenir, et se battre, ça veut dire déployer davantage de puissance de calcul pour augmenter ses chances de trouver le prochain bloc. Si les récompenses augmentent, ça va devenir plus rentable de miner, et ça va attirer des nouveaux mineurs, et au contraire, si les récompenses baissent, ça va devenir moins rentable de miner, et les mineurs les moins compétitifs vont abandonner. Au final, plus les récompenses sont élevées, plus il y aura de puissance de calcul mobilisée par les mineurs, et plus Bitcoin sera robuste. Si les récompenses sont trop faibles, par contre, on aura un risque d'attaque à 51%. Le problème, c'est qu'il y a de bonnes raisons de ne pas être optimiste sur la suite de l'histoire. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la dinde de Thanksgiving ? Tous les jours, elle est nourrie par l'éleveur et elle va s'habituer à cette situation. Mois après mois, année après année, son niveau de confiance va augmenter. Bah oui, ça s'est toujours bien passé, y a pas vraiment de raison que ça change. Et pourtant, un jour, elle est abattue par le gentil monsieur qui la nourrissait depuis sa naissance. Et ce, alors que son niveau de confiance n'avait jamais été aussi élevé. Nassim Taleb, auteur et statisticien, introduit ce concept sous le nom de Turkey Fallacy, qui veut dire littéralement l'erreur de la dinde. On peut raccrocher ça au concept de Black Swan, de cygne noir, qui est également un concept qui a été introduit par cet auteur. Ayant toujours vu des signes blancs, on s'attend à ce que tous les signes soient blancs. Et pourtant, un jour, on croise un signe noir. C'est ce qui s'est passé avec Luna, qui s'est effondré alors même qu'il était à son plus haut. C'est exactement pareil avec tous les Black Swan, comme FTX, les subprimes, tout se passe toujours bien jusqu'au moment où ça se passe plus très bien. Ce n'est pas parce que tout s'est toujours bien passé que tout se passera toujours bien. Dans The Big Short, on voit Michael Burry anticiper le Black Swan des subprimes. On le voit parier contre le marché à un moment où personne n'anticipe une baisse.
Tous les banquiers à qui il annonce son pari lui rayonnaient. Et pourtant, vous connaissez la suite. Alors est-ce qu'on serait pas un petit peu dans le même cas avec Bitcoin? Pas parce que je ne sais qui aurait parié des centaines de millions de dollars contre Bitcoin, mais parce que les spécialistes tirent la sonnette d'alarme aujourd'hui et personne ne les écoute. Justin Bonds, Paul Stork, Peter Todd, des pointures de l'écosystème mettent en garde contre la fragilité du modèle de sécurité de Bitcoin. Et depuis des années. Et pourtant, tout le monde semble ignorer le problème. Pourtant, leurs mises en garde sont plus que crédibles. Alors, concrètement, quel est le problème? On l'a dit, le niveau de sécurité est directement lié au niveau de récompense des mineurs. Le problème, c'est que structurellement, ce niveau de récompense est destiné à chuter dramatiquement. Aujourd'hui, 99% des récompenses des mineurs viennent de la création de nouveaux bitcoins. Et ça a toujours été le cas. Depuis la naissance de Bitcoin, la quasi-totalité de la sécurité du réseau repose sur les récompenses liées aux émissions de nouveaux bitcoins. On a vu ponctuellement les frais de transaction augmenter pendant des courtes périodes lorsque le marché s'emballait, mais c'était très éphémère. Le problème, c'est que tous les 4 ans, le rythme d'émission de nouveaux bitcoins est divisé par 2. On appelle ça le halving. Alors évidemment, si on veut limiter le nombre de bitcoins à 21 millions, on ne peut pas en émettre à l'infini un rythme constant. Alors on décide d'en émettre de moins en moins jusqu'à atteindre la limite de 21 millions, et à ce moment-là, on n'en émettra plus du tout. Cette limite devrait être atteinte en 2140 et à ce moment-là, l'intégralité des récompenses seront représentées par les frais de transaction. En général, la communauté est très enthousiaste à l'approche du halving parce qu'on observe dans la foulée une augmentation du prix du Bitcoin. Pourtant, le halving est loin d'être une bonne nouvelle. Puisque la quasi-totalité des récompenses repose sur l'émission de nouveaux Bitcoins, à chaque fois qu'on divise par 2 cette émission, on divise quasiment par 2 les récompenses. On a alors un ajustement qui se fait, le minage devient moins rentable, et les mineurs les moins compétitifs vont se déconnecter, ils vont abandonner. La sécurité va baisser. À chaque halving, la sécurité de Bitcoin prend un gros coup. À long terme, le niveau d'émission tombera à 0 et les frais de transaction représenteront 100% des récompenses des mineurs. Ça veut dire que le futur de Bitcoin est très différent de son passé. Historiquement, le niveau de récompense des mineurs était très élevé relativement à la taille du réseau. Et ça, c'était parce que beaucoup de Bitcoin étaient émis. Les 4 premières années, 50 Bitcoin étaient émis à chaque bloc. Les 4 suivantes, 25 Bitcoin, ensuite 12,5 Bitcoin, actuellement 6,25 Bitcoin, et très prochainement 3,125 Bitcoin. Le niveau de récompense des mineurs est en chute libre relativement à la taille du réseau, depuis toujours. D'un autre côté, la tentation d'attaquer Bitcoin, elle, augmente. Le rêve des Bitcoiners, c'est que Bitcoin devienne la réserve valeur de référence, comme l'or. On pourrait même imaginer qu'en plus d'être une réserve de valeur, il soit également utilisé comme une monnaie, peut-être pour les échanges internationaux, parce qu'il y a quand même des technologies qui permettent d'utiliser Bitcoin comme une monnaie. Dans ce genre de scénario, on peut imaginer un Bitcoin à plusieurs centaines de milliers de dollars, peut-être même des millions. Le rêve de tout investisseur crypto. Mais ça impliquerait que Bitcoin devienne un actif systémique qui prend une place majeure dans l'économie mondiale. Dans le monde financier, à l'image des ETF, on verra de plus en plus de produits dérivés basés sur Bitcoin. Certains permettront de parier contre Bitcoin, de le shorter. Bitcoin deviendrait un actif stratégique d'un point de vue politique, économique et financier. Et plus il deviendra important, plus il y aura de probabilités qu'un acteur suffisamment puissant pour l'attaquer ait des intérêts à l'attaquer. Il faut donc que le niveau de sécurité augmente en conséquence. Avez-vous déjà eu votre propre vélo à Paris? En général, quand vous avez un vélo à Paris, vous allez investir dans un antivol. Si votre vélo est tout pourri, vous vous attendez à ce que personne ne s'y intéresse et vous pouvez acheter un antivol tout aussi pourri. Par contre, si vous achetez un magnifique vélo électrique, vous feriez mieux d'investir dans un antivol dernier cri. Parce que vous savez que des voleurs pourraient se donner beaucoup de mal pour essayer de le voler. En général, on conseille d'acheter un antivol qui coûte 10 à 15% du prix de votre vélo. Donc un vélo de qualité demande un antivol de qualité. C'est exactement pareil avec Bitcoin. Plus il est gros, plus il est important dans l'économie mondiale, plus le niveau de sécurité doit être élevé. Le niveau de sécurité de Bitcoin en 2014 était a priori suffisant parce qu'on n'a pas constaté d'attaque majeure. Mais c'est probablement parce que Bitcoin était insignifiant et qu'il n'intéressait pas les acteurs qui étaient suffisamment puissants ou suffisamment riches pour l'attaquer. Aujourd'hui, à mesure que Bitcoin est adopté, il est sous le feu des projecteurs. Et certains acteurs les plus puissants ou les plus riches au monde pourraient être tentés de l'attaquer. Il faudrait donc un niveau de sécurité beaucoup plus élevé qu'auparavant. Aucune monnaie basée sur le Proof of Work n'a jamais fonctionné uniquement avec des frais de transaction. C'est une citation de Peter Todd, un développeur reconnu dans la communauté Bitcoin. Bitcoin se dirige vers un futur où la totalité des récompenses seront les frais de transaction. C'est un futur qui est incertain et on l'a tout simplement jamais expérimenté. Jusqu'à maintenant, le niveau de sécurité a été suffisant, mais rien ne nous garantit que ça va continuer comme ça. Bon d'accord, on l'a compris, il y a des problèmes dans le modèle de sécurité de Bitcoin, mais bon, ça peut pas être aussi simple que ça, il y a forcément des arguments optimistes, sinon tout le monde paniquerait, non?
Alors oui, il y a plusieurs arguments optimistes sur lesquels on va passer maintenant. La sécurité de Bitcoin n'a jamais été aussi élevée. Alors derrière cet argument, il peut y avoir deux sous-arguments. Le premier, c'est que le hash rate est à ses niveaux historiques, et le hash rate, c'est la sécurité. Et le deuxième, c'est l'augmentation du prix du Bitcoin compense la baisse du nombre de Bitcoins émis. Alors à propos du hash rate. Le hash rate, c'est une mesure de la puissance de calcul qui est déployée par les mineurs sur le réseau. On a tendance à faire le raccourci entre hash rate et sécurité, et moi le premier, depuis le début de cette vidéo, je vous dis que la sécurité est égale à la puissance de calcul qui est déployée par les mineurs. Et si on en croit ce raccourci, c'est encourageant parce que effectivement le hash rate est à ses plus hauts historiques. Mais le hash rate augmente naturellement avec le progrès technologique, avec les machines qui deviennent plus efficaces. Il peut également augmenter quand le prix de l'énergie baisse, parce que le minage devient plus rentable et ça va attirer des nouveaux mineurs. Donc le raccourci entre hash rate et sécurité n'est pas correct. Ce qui est vraiment important, c'est le coût en dollars d'une attaque du réseau. Si les machines sont plus efficaces et que l'énergie est moins chère, les attaquants vont également bénéficier de ces avantages. Donc arrêtons de parler du hash rate comme synonyme de sécurité, c'est plus compliqué que ça. En revanche, le deuxième argument est intéressant. La hausse du prix du Bitcoin compense la baisse du nombre de Bitcoins émis. Ça, c'est vrai. J'ai dit tout à l'heure que la récompense relative des mineurs était en chute libre. Relative, ça veut dire relativement à la taille du réseau. Mais si on convertit en dollars, puisque le Bitcoin a connu des belles phases de croissance, on peut voir que la récompense en dollars augmente au fil du temps. Donc jusqu'à aujourd'hui, la sécurité en dollars s'est améliorée au fil du temps. Malheureusement, il est impossible que ça continue à long terme. Justin Bones, qui était un bitcoiner convaincu en 2014, explique parfaitement ce problème. Bitcoin doit doubler son prix tous les 4 ans, rien que pour conserver son niveau de sécurité actuel. Or, vous savez probablement que plus un actif est capitalisé, plus sa croissance ralentit. Donc Bitcoin est destiné à peut-être augmenter, mais augmenter toujours moins vite. La sécurité en dollars, qui jusqu'à aujourd'hui a augmenté, va commencer à baisser dès que Bitcoin ne sera plus capable de doubler son prix tous les 4 ans. Et puis on se rappelle de l'histoire du vélo et de l'antivol, même si on a un niveau de sécurité en dollars qui stagne ou qui augmente même légèrement, c'est pas suffisant pour sécuriser un réseau dont l'importance explose. Et la sécurité relative, elle, est en chute libre halving après halving. La hausse des frais de transaction va compenser la baisse des émissions. Avec l'adoption massive de Bitcoin, de plus en plus de personnes voudront valider des transactions sur le réseau. Ça va exercer une pression haussière sur les frais de transaction et ils vont venir compenser la baisse des émissions. Cet argument, c'est celui qui permet de rester optimiste aveuglément sur ce sujet, même en étant conscient du problème. C'est un petit peu l'équivalent de « t'inquiète, ça va aller ». Et théoriquement, c'est un scénario qui pourrait fonctionner. Si les frais de transaction augmentent drastiquement, ça pourrait venir compenser la baisse de l'émission et on pourrait espérer conserver un niveau de sécurité suffisant sur le long terme. Donc on pourrait fermer les yeux, croiser les doigts, toucher du bois et espérer que ça passe. Le problème, c'est qu'il existe deux forces très puissantes qui vont à l'encontre de ce scénario. D'abord, si les frais de transaction augmentent beaucoup, ça devient très cher d'utiliser le réseau et les utilisateurs vont se tourner vers d'autres moyens pour échanger de la valeur. Peut-être vers des blockchains moins chers, peut-être vers des systèmes de paiement traditionnels comme Visa. Les gens utiliseront Bitcoin comme réserve de valeur et ils les garderont au chaud pendant très longtemps. C'est déjà à peu près ce qu'on observe aujourd'hui et c'est un usage qui n'exerce aucune pression haussière sur les frais de transaction. D'un autre côté, les entrepreneurs sont très doués pour trouver des solutions à des problèmes. Et du point de vue de l'utilisateur, les frais de transaction très élevés, c'est un gros problème. Il existe déjà aujourd'hui des moyens de s'échanger du Bitcoin en contournant le réseau principal, le Lightning Network, les wrapped BTC d'Ethereum et les solutions de seconde couche. Plus les frais de transaction vont être élevés, plus ça va être douloureux pour les utilisateurs et plus les innovateurs vont chercher des solutions pour contourner les frais de transaction. On observe parfaitement ça avec Ethereum, puisqu'en réponse à des frais de transaction trop élevés, on observe à la fois des blockchains concurrentes se développer et des solutions de seconde couche qui permettent de contourner les frais de transaction du réseau principal. Pour ces raisons, il est très difficile d'imaginer des frais de transaction qui augmentent démesurément sur Bitcoin. Et jusqu'à aujourd'hui, l'évolution des frais de transaction n'a pas été très encourageante. Alors oui, c'est un scénario qui n'est techniquement pas impossible, mais c'est très loin d'être évident. En tout cas, certains optimistes utilisent cet argument pour soutenir qu'il n'y a pas de problème de sécurité avec Bitcoin à long terme. L'incitation économique est d'être honnête. Satoshi Nakamoto écrit dans son white paper que quiconque aurait les moyens d'attaquer le réseau pourrait également participer honnêtement au réseau et faire beaucoup d'argent en tant que mineur. D'après lui, il sera probablement toujours plus rentable pour quelqu'un qui possède de la puissance de calcul de participer honnêtement au réseau plutôt que d'essayer de le détruire. Cet argument ne tient pas pour deux raisons.
La première, on en a déjà parlé, c'est que Bitcoin grossit et il devient de plus en plus tentant de l'attaquer. En parallèle, les halvings vont réduire le niveau de récompense. Donc même si jusqu'à aujourd'hui, apparemment, il était plus rentable pour les mineurs de participer honnêtement, cet équilibre pourrait ne plus tenir plus tard. À chaque fois qu'on va baisser le niveau de récompense, on remet en question cet équilibre. Et la deuxième chose, c'est le développement des machines de minage spécialisées, les ASIC. Quand des nouvelles machines plus efficaces sortent, les versions précédentes deviennent obsolètes. Elles ne savent faire qu'une chose, c'est miner du Bitcoin, mais elles ne sont plus suffisamment efficaces pour miner du Bitcoin de manière rentable. Les propriétaires de ces machines ne peuvent plus gagner d'argent en participant honnêtement. Par contre, ces machines représentent toujours de la puissance de calcul et elles peuvent être exploitées pour faire une attaque à 51%. Bitcoin a toujours été robuste, il n'y a pas de raison que ça change. Je vais pas revenir sur pourquoi c'est un argument de merde. Don't Look Up. Avez-vous vu ce film avec DiCaprio dans lequel une météorite se dirige vers la Terre et tout le monde est dans le déni? Cette météorite, c'est l'allégorie du réchauffement climatique, mais elle aurait pu être celle du modèle de sécurité de Bitcoin. Tout le monde se met des œillères, les mises en garde de spécialistes reconnus sont ignorées. Alors c'est une tendance qui est naturelle chez l'humain. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est un biais psychologique, et il est incroyablement fort dans le cas de Bitcoin. Bitcoin, c'est une invention qui est extraordinaire, qui est très impressionnante. Et on a tendance à en tomber amoureux dès qu'on s'y intéresse. Et une fois convaincu que Bitcoin est parfait, il devient extrêmement difficile d'accepter des arguments qui vont à l'encontre de cette croyance. Et c'est pareil dans l'autre sens. Si quelqu'un est convaincu que Bitcoin est une pyramide de Ponzi, vous allez avoir beaucoup de mal à le convaincre du contraire, même si vous avez des très bons arguments. C'est principalement ce biais de confirmation qui fait qu'aujourd'hui, la communauté refuse de s'intéresser aux problèmes de sécurité de Bitcoin, malgré la logique implacable qu'il y a derrière. Soit par un optimisme aveugle en croisant les doigts pour que tout se passe bien, soit en repoussant simplement le problème à plus tard, parce qu'après tout, on aura des nouveaux bitcoins émis jusqu'en 2140. Mais le danger ne viendra pas en 2140. Il est déjà là aujourd'hui et il s'accentue à chaque halving. Justin Bones prédit que la sécurité de Bitcoin deviendra un problème sérieux d'ici 2 à 3 halvings, ce qui signifie moins de 10 ans. Et il a raison, il faut pas forcément que les émissions tombent à zéro pour que le risque survienne. Il suffit que les récompenses tombent suffisamment bas. Et personne ne sait à quel niveau se situe ce suffisamment bas. Tout ce qu'on sait, c'est que chaque halving nous rapproche du niveau critique. En ce qui me concerne, je vais tenter une prédiction. Si Bitcoin continue sur sa lancée et qu'on ne voit pas d'augmentation démesurée et inattendue des frais de transaction, alors d'ici maximum 15 ans, on commencera à voir des attaques de mineurs malveillants. Des petites attaques plutôt courtes avec peut-être 30 ou 40% de la puissance de calcul du réseau. On commencera à remarquer des mineurs qui font des choses bizarres, qui arrivent à revenir 1, 2, peut-être même 3 blocs dans le passé. Ça pourrait paraître négligeable, mais ça va déstabiliser le réseau et endommager la confiance que les gens lui portent. Cette incertitude déclenchera des crashs et les attaquants pourront faire des bénéfices en pariant contre le Bitcoin. Ensuite, je n'ai aucune idée de ce qui se passera. Soit le Bitcoin partira doucement aux oubliettes, soit des acteurs très puissants décideront de protéger le réseau en minant à perte juste pour assurer sa sécurité. Des États ou des institutions internationales pourraient faire ça, mais ça représenterait un coût qui est élevé et pas sûr que quelqu'un ait envie d'assumer ce fardeau. Sans compter que ça détruirait le côté décentralisé de Bitcoin. Ou alors, dernière option, on pourrait prendre le problème sérieusement et sauver Bitcoin en prenant les mesures nécessaires. Parce que oui, il existe des solutions. On en parlera dans une prochaine vidéo. Mais ces solutions impliquent des mises à jour de Bitcoin. Et la communauté est plutôt conservatrice, pour ne pas dire immobiliste, quand il s'agit de faire des changements. En tout cas, la première étape pour trouver une solution, c'est déjà de regarder le problème en face. Et aujourd'hui, 99% de l'écosystème décide de l'ignorer complètement. Alors, si tu es devant cette vidéo et que tu te soucies de l'avenir de Bitcoin, réveille-toi. Wake up.